Chers amis supporters, bonjour et bienvenue dans ce 80e numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. Un talk souriant, un talk dans la bonne humeur après cette victoire 3-1 du FC Metz lors du barrage retour à Reims. Les hommes de Stéphane Le Million ont acquis leur montée au terme d'un match totalement fou. On va bien évidemment revenir sur cette belle soirée du côté du stade Auguste Delaune en compagnie de mes deux chroniqueurs du jour, à commencer par Thomas Doué. Salut Thomas. Salut tout le monde, à deux doigts de mettre les lunettes de soleil, hein. Le déplacement à Reims, le retour a été, a été compliqué en termes de résistance, mais bon, on est content. Tu es entier, c'est l'essentiel. Et à tes côtés, Arthur Carmier de l'ami Hebdo. Salut Arthur. Salut Gérald, salut à tous. Soirée juste mémorable, on va en parler évidemment. Je pense que c'est, si ce n'est la plus belle, l'une des plus belles montées du FC Metz ces dernières années. Il y en a eu tellement. Je trouve qu'elle est un peu à la hauteur de la saison, mais on va y revenir. Les amis, vous l'avez compris, ça y est, le FC Metz reprend l'ascenseur une nouvelle fois. Les Grenats se sont imposés ce jeudi soir 3-1 face à Reims et valident donc leur ticket pour la Ligue 1. Thomas, quelle fin de match! Que d'émotions après cette victoire. Alors, la rencontre n'a pas été la plus spectaculaire pendant un peu plus d'une heure et la lumière est venue une nouvelle fois de Mathieu Hudol, tout un symbole comme au match aller. Ouais, effectivement, une rencontre un peu, soit on va dire que c'était deux équipes de Ligue 1 de bas de tableau, soit deux équipes de Ligue 2, parce que finalement, les deux équipes ont aussi bien au match aller, mais là au match retour, ça s'est vu aussi, sont assez similaires un peu dans les problèmes qu'ils rencontrent, on va dire. Et ouais, c'était quelque chose qui semblait être indécis. Et puis c'est vrai que quand il y a l'ouverture du score rémoise, tous ceux qui ont suivi Metz cette saison savent que généralement, quand Metz prend l'ouverture du score contre elle, ça se finit pas très bien. Ça peut se finir en match nul et c'est ce qui s'est passé finalement. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là, c'est compliqué. Surtout que le sentiment jusqu'à l'égalisation de Mathieu Hudol, c'est que tu te dis mais Metz, est-ce qu'il joue vraiment un match de barrage retour quoi? T'as l'impression que c'était presque le barrage aller finalement, un match où bah, tu te dis qu'il y a encore un autre match derrière, donc tu y vas tranquillement et Metz, ouais, jusqu'à la fin de du temps réglementaire, quasiment, enfin l'égalisation pour être plus précis, mais tu dis mais ils sont pas rentrés dedans quoi, qu'est-ce qu'ils font? Ça lâche pas les chevaux. Et si Udol n'avait pas égalisé, on aurait eu le sentiment que finalement Metz, bah tout simplement presque n'a pas joué ce match quoi, et donc bah que Reims la mérite quoi, parce que à un moment donné, c'est sur deux rencontres, hein, certes Metz était bien sur le match aller, mais c'est sur deux rencontres, il faut aller à fond les deux rencontres, et là tu dis bah Reims aurait mérité sa montée sur ça. Et après, bah, le destin, voilà, quoi, pour une fois qu'il va dans notre sens de cette manière-là, c'est, c'est assez magnifique et en termes d'émotion, c'est assez incroyable. Arthur, on était ensemble hier soir au commentaire pour la rediffusion sur Moselle TV. On a vécu une soirée un peu particulière avec ce match qui ne démarrait pas, comme l'a dit Thomas, et ce but rémois. Puis, ce réveil des Grenats. Alors, quel pied cette fin de rencontre et ces prolongations. Et comme convenu, bah, ça s'est joué au talent et surtout au mental, j'ai envie de dire. Ouais, avec une certaine forme de fraîcheur physique. Jesse Deminguet le disait, il avait le sentiment que le FC Metz était mieux physiquement face à ce Stade de Reims qui avait enchaîné le barrage aller, la finale de Coupe de France, une fin de saison assez horrible dans les têtes pour les Rémois. Et je pensais vraiment que cette équipe, elle allait être beaucoup plus, comment dire, timorée que cela. Mais au final, c'est le FC Metz aussi qui a été pris par l'enjeu. Parce que il faut dire que la pression était aussi forte. Il y avait une vraie attente populaire ici en Moselle de revoir le club remonter. Et c'est les entrants déjà ont fait beaucoup de bien, même si tout n'a pas été forcément parfaitement exécuté. Je pense notamment à Idrissa Gueye qui, même s'il a eu beaucoup de déchets techniques, je pense que il a su libérer des espaces que ses coéquipiers ont parfaitement exploité. Et quand tu as ce but de Mathieu Hudol,
forcément, il fallait rester sur le qui-vive, il fallait rester vigilant. Mais c'était, je pense, le dernier coup de massue derrière la tête du Stade de Reims. Et derrière, c'est, selon moi, la meilleure équipe de ces barrages aller et retour, vraiment sur l'ensemble des deux matchs. Metz aurait largement pu gagner le match aller. Là encore, on n'a peut-être pas assez lâché les chevaux. L'enjeu a pris le dessus sur le jeu pendant une majeure partie de ce barrage retour, mais au final, au meilleur des moments, bah, c'est le FC Metz qui a fait la différence grâce à un homme clé, évidemment, Gauthier Hein. Alors, messieurs, évidemment, c'est difficile de nommer un homme du match avec Mathieu Idol. voilà entre un match idole exemplaire et hors norme, hein, on peut le dire, et un Gauthier Hein qui a été stratosphérique dans la dernière demi-heure. Thomas, hier, malgré une prestation plus que moyenne pendant plus d'une heure, on a envie de garder le meilleur et de savourer la victoire. Alors pour toi, quels ont été les meilleurs grenats hier? Bah, les meilleures grenaillères, effectivement, beaucoup de gens m'ont déjà dit beaucoup, mais c'est vrai que Udol, on va dire, il remporte haut la main la Palme d'Or sur ce cas parce que il y a quand même, bon, effectivement, le fait d'être clutch. Encore une fois, moi, pour moi, un grand joueur ou un bon joueur, on le voit quand il est clutch dans des moments importants. Alors, si tu peux juste pour les francophones Oui, expliquer ce que ça désolé, veut dire oui. clutch, parce qu'on va se faire disputer hein, par la Oui, patrouille oui, sur YouTube. Ouais. en gros, des joueurs qui, Qui sont tout simplement, décisifs, bien ouais, sûr, hein. dans les décisifs, dans des moments clés du match. Et si on prend l'exemple du Dol pour bien l'imager, c'est sûr que après l'ouverture du score de Reims, Reims est dans une idée de dire on va pas se découvrir, donc voilà, essayer de tenir ce score, quoi. C'est totalement normal. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la responsabilité de se surpasser, de faire un peu même du dépassement de poste. Et c'est là où justement pour moi Udol il a la palme parce que tout simplement c'est le joueur au FC Metz qui a compris le mieux ce qu'était le dépassement de poste. Que parce que c'est pas parce qu'il est latéral qu'il doit rester dans une pure position de latéral. Il faut sortir de cette zone. De toute façon, c'est pas compliqué. Si il sort de sa zone et qui se retrouve, par exemple, aux avant-postes, mais dans une autre zone du terrain, son vis-à-vis qui était sur son côté, à moins qu'il le suive, ce qui est très rarement le cas, euh, Udol réussit par sa présence à créer une supériorité et surtout à totalement chambouler les nouveaux vis-à-vis qu'il a face à lui. Donc c'est sûr que un joueur quand il comprend ça, il peut faire des miracles et lui pour le coup, quand les miracles c'est les buts et de quelle manière, il mérite d'avoir ça. Donc ça, c'est sûr et certain. Et après, si très rapidement sur les autres plus à noter, pareil aussi, hein, je pense que Michel Mboula a pas mal critiqué. Défensivement, si on prend depuis qu'il est arrivé à Metz, c'est quand même pas forcément le tip top parce qu'on se disait que ben oui, quand Sané n'est pas là, qui c'est qui récupère les boulettes, les boulettes de Mboula, c'est personne. Bizarrement, on a vu, et je vais faire ça très rapidement, mais que les boulettes, c'était plus Sané qui les avait sur ce match retour, plutôt qu'Mboula. Là où Mboula, par exemple, a été défensivement, il a été très présent. À la création, a été très présent, parce que ces passes qui cassent des lignes dans l'axe, c'est très très fort de faire ça. Et, Surtout que c'était et, très et- compliqué hier, hein, parce qu'on l'a vu, ils ont eu du mal pendant plus d'une heure et demie à casser les lignes. Hein. Exactement. Et c'est encore une fois, vous pouvez prendre tous les défenseurs de Metz qu'on a eu durant les 5-6 dernières saisons. Il y en a pas beaucoup Mm. qui ont cette idée de dire, OK, je vais faire des passes qui cassent des lignes, quoi. Et lui, il a cherché constamment à faire ça. Il les a quasiment toutes réussies. Et donc, c'est là aussi où un mec comme ça, il est important dans ces moments-là. Et après, voilà, les autres joueurs ont plus ou moins apporté leur pierre à l'édifice. Et si je pourrais être rabat-joueur sans parler de flop, hein, mais bon, tout le monde n'a pas forcément été hyper au rendez-vous. Mais il y en a quand même quelques-unes des individualités qui se sont illustrées et qui, à un moment donné, créent cette bascule dans le match. Hein, lors de la prolongation, parce que Hein bouffe la feuille de match littéralement pendant 90 minutes, hein, il faut être assez très clair. Hein. Il s'est réveillé par un second souffle assez miraculeux en prolongation. Mais voilà, il y a quand même des joueurs qui, à un moment donné, te font passer un petit cap dans le cours du match, et c'est très bien de les mettre en avant. Et C'était c'est la ça nuit. le propre des grands joueurs. On parlait de Gauthier Hein. C'est vrai qu'il a été franchement en difficulté pendant toute la rencontre.
face à une défense et un milieu de terrain en face, qui était vraiment très dur. Ça pressait très fort sur lui. Et ce Justement, qu'il arrive Arthur, à... on l'avait dit, peu importe la manière, il fallait l'emporter. On voulait à tout prix éviter les turbuts, hein, on en a parlé. Donc les Grenats, Oh, ils ont... ça m'aurait pas dérangé, moi. Je suis un Bon, peu fou, hein. en tout cas, les Grenats l'ont fait en inscrivant des buts d'anthologie. Alors même question, tu tiens à saluer quand même la performance de quel joueur sur cette rencontre? Si on part du principe que bon, bah, Gauthier Hein et Mathieu Hudol, c'est une évidence. Mais on est quand même obligé d'en parler de Gauthier Hein. Je te le disais en rigolant tout à l'heure, Mathieu Hudol, c'est évidemment mon homme du match. Il a été présent pendant 120 minutes. C'est l'homme de ce barrage aller, c'est l'homme de ce barrage retour. Mais le facteur X, c'est Gauthier Hein. Et c'est le propre des grands joueurs. Parce qu'à l'échelle de ce barrage Ligue 1 Ligue 2, Gauthier Hein, c'est un grand joueur. Et ça peut être un leader du FC Metz la saison prochaine en Ligue 1 pour pérenniser ce projet. En tout cas, c'est tout ce que l'on souhaite. Parce que être à ce point en difficulté, pour qu'on le remarque, hein, que Gauthier n'était peut-être pas franchement dans son match, et sortir une prolongation comme ça, déjà sa talonnade sur le but Alors d'Alpha qu'il était cuit, hein, Touré, il était ouais, cuit. il est, bah Ouais. c'est la tête, c'est le talent, c'est tout ce que tu veux qui a joué dans cette prolongue pour Gauthier Hein. L'inspiration pour la passe décisive est géniale, et derrière le lob, que dire? Il y avait plusieurs solutions. Soit Diouf n'était pas avancé et décalait son partenaire en profondeur, soit ben il tentait le coup parfait dans Où il a dans gardé. ce but vide. Ou la Où il a garder. Regardez, gardé. oui. Oui, bien Parce sûr. que, Hein. parce que je pense que beaucoup de personnes parce que les fantômes du passé footballistique français sur le fait de ces joueurs qui, des fois, plutôt que de la garder, la balance, hein, Après, toute référence. c'était pas la 120e, donc Oui, et donc toute petite- référence à un événement des années 90 n'est que fortuite. Mais c'est vrai que à ce moment-là, oui, il est totalement relâché en fait. Et je pense effectivement la passe D qu'il fait la passe D qu'il fait où du coup il se sent décisif, le relâche totalement et il aurait pu très bien soit effectivement temporiser parce que on était vers la fin du match, il temporise ou relancer ou aller dans le coin et garder la balle machin. Et il y avait un 2 contre Et 1 à jouer en plus, hein. oui, bien sûr, mais 2 contre 0 même. 2 contre mais comme 0, oui, parce que le défenseur oui. était dans les choux, quoi. Mais comme il avait un peu jusqu'à quasiment la première mi-temps de la prolongation, ce manque de lucidité dans ses choix de transmission, il a eu énormément de déchets de passe quand même, et notamment dans des situations même des fois de 2 contre 2, hein, pour Idrissa Gueye, je crois que c'est la première mi-temps de la prolongation, où à un moment donné, il a deux possibilités, retrait ou profondeur, il fait entre les deux, enfin voilà, et là, la passe pour Touré l'a relâché, et là, ça l'a totalement lâché, il dit j'y vais quoi. Et pour faire un petit crochet, c'est, je pense, ce même truc qui s'est passé à un moment donné pour Alpha Touré aussi. C'est-à-dire que ces joueurs qui relâchés prennent la décision de dire j'y vais. Les joueurs qui sont pas relâchés, qui sont tendus, ils temporisent, ils ont un peu peur, ils hésitent. Et là, il est relâché et il prend cette décision qui était là-bas, non? Et quelle Attention, ascension aussi pour Thomas, tu es Alpha à la Touré. limite du rabat-joie, attention, hein, quand même. Non, 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 mais non, mais c'est même pas ça. C'est que Non, mais je tu as trouve raison. que Il faut être, oui. voilà, Voilà. c'est une analyse. Tu as raison. Bah, Mais, fini, Arthur. Pardon, t'étais. mais Oui, vu La que Touré, va pas être Alpha Touré, évidemment. on est Vas-y. dans les tops et on est obligé de l'évoquer. C'est pas très original d'évoquer les buteurs, mais c'est quand même un vrai symbole, Alpha Touré, Mm. de cette politique du FC Metz, un jeune de génération foot qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça en France. Et c'est beau parce que on sent quand même un garçon qui apprend Qui progresse, avec ouais. Stambouli, qui progresse avec Jesse Deminguet, et c'est devenu une rotation crédible. Là, pour preuve, il rentre assez tôt dans le match parce que Jesse Deminguet est cuit, et au début de son aventure avec le FC Metz, il était quand même assez timoré dans ses choix, à un poste où il faut peut-être pas forcément prendre trop de risques quand on est jeune, mais s'il commence à se libérer, à dépasser sa fonction, parce que c'est quand même un jeune joueur qui a un certain volume de jeu, s'il commence à se montrer intéressant dans ce registre, ça va être aussi une vraie arme dans ce milieu de terrain messin l'année prochaine. Et Alors, le fait qu'il justement, marque comme ça du pied droit, mais c'est Arthur, alors qu'il est justement, gaucher, c'est magnifique. tu parles de progression, tu parles de l'année prochaine. Moi, j'ai envie de vous poser la question, même si c'était pas prévu. Est-ce qu'un joueur comme ça, ce serait pas mieux quand même de le prêter une saison en Ligue 2 pour qu'il s'aguerrisse? Parce que progresser
entouré d'un Stambouli, d'un Hein, d'un Deminguet en Ligue 2, ok, il a quand même pas eu beaucoup de temps de jeu. Et là, on va quand même se retrouver en Ligue 1. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour un joueur comme ça, qui a pas beaucoup joué? Est-ce que finalement sa place à ce petit Alpha Touré, ce serait pas une saison peut-être en Ligue 2? Alors, je suis d'accord, il va falloir du monde, mais est-ce que tu crois que c'est pas un peu tôt pour lui? Voilà, t'as répondu à la question, il va falloir du monde dans ce milieu de terrain. Et il a quand même eu beaucoup de temps de jeu en fin de saison. Dès lors qu'il n'y avait ni Stambouli ni Deminguet, c'était lui le joueur Mais qui était face à utilisé qui? par... Mais face à qui, Certes, Arthur? Là, tu vas certes, te mais retrouver avec Lyon, Le, avec le, enfin Lyon le peut-être. vrai souci, encore une fois, il faut pas oublier une chose, faut prendre aussi l'échelle de la saison sur quel était le projet Touré dès le début de la préparation. Je vous rappelle quand même, pour ceux qui ont été voir des matchs de pré-saison du FCMS, Alpha Touré, quand il jouait sur le terrain en pré-saison, il était mis arrière-gauche. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que je pense que les choses se sont accélérées un peu sous la contrainte à cause parce des qu'il a blessures. montré des choses aussi à l'entraînement, hein. C'est Oui, plus mais qu'un Joseph Ndukidi, par exemple. peut-être, mais c'est là une preuve que l'entraînement c'est une chose et les matchs c'est une autre parce que c'est un fait que lors des matchs, il y avait cette timidité qui était très présente. Moi, je suis désolé, ce qu'on a vu sur le match, là, le fait qu'ils suivent l'action, c'est important, mais je vous garantis qu'il y a un mois, 2 mois, il ne suit pas l'action. C'est vrai. Il n'est C'est pas bien à vrai. l'entrée il n'est pas à l'entrée de la surface en suivant cette action pour réceptionner. Et Hein lui-même, de toute façon, c'est pas compliqué. Ils ont posé la question à Hein. Même Hein lui-même, il est surpris que presque ce soit Touré qui se soit là et qui frappe et qu'en plus qu'il la mette. Parce qu'il dit, je m'attendais pas à ce que Touré euh, puisse faire ce qu'il a fait là. La Du frappe mauvais qu'il a fait. pied. Du mauvais Du, pied. du mauvais pied. Et donc, là, il y a un petit déclenchement qu'on avait déjà un peu vu déjà lors du match. Si je me souviens bien, c'était contre Dunkerque où à un moment donné, Ouais, c'est vrai, il fait on, une bonne on, rentrée, ouais. on commençait à le voir faire des appels en profondeur. Donc à participer offensivement au jeu, pas seulement que être ce joueur qui est uniquement dans la temporisation, le relais, voilà. Et ce joueur qui a demandé, dit, ok, bah je vais proposer un appel, je vais créer un surnombre. Là, bah n'empêche, voilà, le Alpha Touré d'il y a un mois et demi, n'est pas à la position de la réception de la talonnette de Hein. Et donc, c'est pour ça que je dis que enfin, moi, je pense que c'est un déclencheur très intéressant, ce qu'on a vu là. Comme quoi, il est capable. Il est capable. Il faut juste qu'il se décoince naturellement. Mais Silbert, bien sûr, ouais. il est capable de le faire. Mais pour en venir à la question de Gérald, moi je pense que oui. Effectivement, il faudrait qu'il soit prêté dans un projet Ligue 2 sur lequel on a besoin effectivement de s'appuyer sur des jeunes avec ce beau potentiel. Il y a très certainement des clubs de deuxième partie de tableau Ligue 2 qui seraient très contents d'avoir un joueur avec un potentiel au milieu de terrain par rapport à ça. Après, on sait aussi que Metz, c'est très compliqué, la Ouais, politique mais c'est ça. de mise en avant des jeunes. Et surtout, attention, pas l'esprit de je prête un jeune parce que il est Parce pas qu'il est pas content de assez ton bon. Ouais, jeu ouais, bien sûr. ou parce que je pense qu'il n'est pas assez bon. Parce que un joueur qui est dans cet exemple-là, c'était Malik Mbaye, par exemple. Malik Mbaye, quand il est prêté à Amiens, je vous mets ma main à couper que c'est pas en mode on va le prêter à Amiens pour qu'il progresse dans son jeu avec une perspective que l'année prochaine, peut-être non. C'est juste parce qu'à un moment donné, le gars en a marre de jouer aussi en réserve, je peux le comprendre également. Il y a une opportunité qui se présente avec les relations d'aller à Amiens, il y va, il se monte, et voilà. Et Metz a un peu du mal, je dirais. En fait, il faut remonter finalement à l'époque presque de Sabali, quand il a fait son passage à Pau, où on voit qu'il y avait quand même une réflexion dans un pré quand même dessus, ou Et alors encore. et encore Et encore. et encore, mais ou alors si Mm. on va être assez honnête, il faut remonter à l'époque Serein quand tu prêtes Jalot et Mikotadza Serein. Ouais. Mais de manière générale, Metz a beaucoup de mal à faire un plan, entre guillemets, d'évolution entre t'arrives en tant que pro, ensuite on te met une saison peut-être d'ajustement en réserve, d'ailleurs on te prête en Ligue 2, mais surtout peut-être en N1. En National 1, je pense que c'est là où c'est une bonne école, la N1, quand tu es un jeune joueur. Parce Comme que Bokele, hein. comme Bokile ou même quand tu vois des joueurs qui sont pas restés à Metz finalement, genre des Milan Robin par exemple. Milan Robin, ça a été la nationale qui l'a fait monter un coup. Ou alors si je remonte encore
plus loin, vous prenez des Umut Bozok. Il y a des joueurs qui ont besoin d'avoir vraiment des championnats voilà, qui leur permettent un peu de se mettre dedans. Et Metz a un peu de mal avec ça. Mais pourtant, tu as raison, Gérald, ça serait l'idéal pour lui parce que probablement que non seulement il sera pas titulaire l'année prochaine en Ligue 1, d'accord, et que même là, et on l'a encore vu, dès que ça tape un peu physiquement, ça perd encore trop de ballons. Et là, c'était une équipe qui, physiquement parlant, tu peux trouver des joueurs comme ça en Ligue 1 qui peuvent te faire mal. Il a besoin de peu de temps et je suis d'accord que si on peut le prêter en Ligue 2 l'année prochaine, il faut foncer de Alors, suite, quoi. C'est un je me peu suis, cynique ce que je vais dire, mais il est peut-être pas assez en difficulté pour l'heure au FCMS pour être prêté en Ligue 2 parce que le FCMS tout bonnement a trop besoin de ces jeunes joueurs là qui ouais, l'ont ouais. déjà montré dans la rotation Hmm. pour simplement avoir un effectif cohérent parce qu'on peut pas forcément doubler chaque poste de Hmm. manière aussi efficace que d'autres clubs. Alors, on va fermer la parenthèse sur Alpha Touré. Messieurs, j'ai envie d'en parler. Il y a quand même des montées plus savoureuses que d'autres. Et celle-ci, elle vient récompenser quand même une saison magnifique du FC Metz. Arthur, quand on aura fini de voir, après ce qu'on a vécu cette saison, ça aurait été dommage quand même de ne pas voir cette équipe monter en Ligue 1. On l'a souvent répété dans la saison, le niveau de cette Ligue 2 était quand même assez incroyable. Le FC Lorient est un beau champion. Paris a été solide jusqu'au bout, mais t'as quand même un sentiment de gâchis sur la fin de saison avant les playoffs, parce que tu as une séquence de 5 matchs où tu prends seulement 6 points. Tu perds ta montée directe là-dessus. Mais la chance du FC Metz, c'est d'avoir très vite digéré cet état de fait, d'avoir abordé la dernière rencontre à Laval sans espoir d'une certaine manière. Tu perds Arnaud Bodard sur cette rencontre-là alors que tu aurais pu te passer de lui. On va pas refaire l'histoire. Il aurait préféré être sur le terrain. J'espère que sa convalescence sera courte et qu'il pourra être là en Ligue 1 si il venait à rester au FC Metz. Tu galères franchement contre Dunkerque, même si selon moi ce match était dominé malgré les occasions dunkerquoises. Papsi s'est mué en héros dans cette rencontre Mais et ça se Arthur, sans parler vraiment de ces faits en fin de saison, moi je veux vraiment que tu me parles de la globalité de la saison. Est-ce que t'as pas cette sensation de te dire quand même, par rapport aux autres montées, celle-là, elle a une saveur particulière parce que t'as l'impression que le club travaille bien, t'as l'impression d'avoir un renouveau, une âme dans une équipe. Je veux pas vous rappeler encore une fois la dernière montée qui se reposait sur un seul homme avec Mikotadze. Là, t'as pas cette sensation quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé cette année à Metz? Si, parce que c'est un vrai projet collectif qui a été installé. Forcément, on est obligé de citer l'exemple de la dernière montée sous la Slobolonie. On a l'impression qu'elle tenait un peu du miracle, cette montée. Tandis que là, malgré la troisième place, le FC Metz a quand même largement dominé son sujet, à part quelques périodes creuses, et justement a perdu sa montée directe, un peu tout seul, en allant perdre au Red Star, en allant perdre à Troyes, à Grenoble, en allant faire match nul à Guingamp, en perdant à Pau. Mais au final, le cœur de cette équipe a réussi à parler, et je suis beaucoup plus serein par rapport à ces bases collectives-là pour la saison prochaine en Ligue 1 que lors de la dernière montée. Alors évidemment, Ça, il on faudra va y venir. travailler. Effectivement, ce sera le dernier sujet. Mais effectivement, ouais, tu as raison. Ouais. Il faudra travailler là-dessus, mais sur cette montée-là, et le fait aussi qu'un entraîneur comme Stéphane Lumignan réussisse à mener à bien cette équipe et ce projet vers la Ligue 1, un entraîneur qui est quand même plus humain que ses prédécesseurs, un coach qui est humble, un coach qui a voulu installer quelque chose de différent au FC Metz. Ça fait plaisir aussi pour des personnages comme ceux-là, un peu atypiques dans ce football moderne. Donc pour toutes ces raisons, c'est vrai qu'elle a une saveur assez particulière cette montée. Et puis le scénario des barrages et des playoffs, on l'avait jamais connu encore au FC Metz. Et c'est quand même bien d'être du bon côté de la barrière pendant les barrages. Alors, Thomas, alors je vais oser la question. Est-ce que ce FC Metz, en Ligue 2, hein, je parle, ne serait pas le plus fort que l'on ait vu depuis, allez, une quinzaine de saisons? Ouais, allez, on va éviter le On FC va te Metz de remballer, Gérald, quartier, hein. le FC Metz de quartier qui est, voilà, qui a vraiment,
qui est dans le cœur de tout le monde. Je pense qu'à la limite, on peut comparer à celui-là. Est-ce que tu as ce sentiment? Il est quand même collectivement, on a l'impression un peu plus solide. D'où le fait que et surtout c'est que moi ce que j'ai bien aimé et j'écoutais aussi les propos de Bernard Serin après le match, c'est qu'à un moment donné il y a quand même Metz s'est un peu caché la vérité à soi-même pendant de nombreuses années. C'est-à-dire que Metz ne voulait pas reconnaître, donc ses dirigeants, les entraîneurs, tout ça, qu'entre guillemets, les stratégies employées, c'était du kick and rush, hein, où on reposait sur un miracle, et entendre quand même à un moment donné le président qui reconnaît, après tout ce temps, que finalement, pour une fois cette saison, on a voulu abandonner le kick and rush, c'est-à-dire le fait de dégager la balle devant et bonne chance, le hasard va peut-être être de notre côté pour passer à un jeu construit, fait que rien que là déjà, ça mérite de le considérer peut-être mieux parmi les récentes équipes, parce que là on sent vraiment qu'il n'y a pas ce côté je balance à un grand devant et ça va être la chance. Rien que pour ça, il mérite d'être considéré comme l'un des meilleurs FCMS. Et aussi, il faut pas oublier une chose, c'est que vous prenez l'équipe de l'année dernière. Combien de ces joueurs-là ont été titulaires finalement dans la nouvelle équipe qui est en plus enfin, la base de cette équipe qui a eu cette saison très souvent aux avant-postes, pas loin quand même de monter directement. Vous vous rendez compte que finalement il y a qu'un seul joueur et encore Mathieu Hudol. Le seul. Ça Le- dit Boussané un petit peu. mais il n'était pas vraiment. Oui, sur la fin de saison dernière, il jouait titulaire, mais il n'y avait pas un projet de Sané titulaire en fait l'année dernière. C'est vrai qu'il y a eu un vrai renouvellement à l'intersaison Il et un n'y gros travail de Fred Arpinon. a pas ce côté où en gros, vous savez, on est descendu, on avait un existant entre guillemets de 3, 4, 5 joueurs un peu parce que on peut comparer aussi par exemple à Lorient, mais Lorient finalement a gardé quand même pas mal certains éléments de la saison d'avant. Hein, sur lequel ils ont pu, comme par exemple Abergel, ce genre de choses, qui pour construire Croupier aussi. Il y avait quand même des joueurs à un moment donné où les gars ils se sont mis sur ça pour refaire ce projet Ligue 2. Et Metz par contre repartait avec quasiment avec à zéro quoi. Et c'est là où à un moment donné avec le fait que tu as quand même dominé et que aussi, voilà, Metz est arrivé troisième. Bon, moi, j'avais prédit la troisième place et victoire barrage. Faut pas oublier que Paris FC se fait pas racheter de suite. Hein. Paris FC en début de saison, il n'y a pas ces histoires de rachat. Donc, Mais ils étaient quand même premiers du classement en début de ils saison. étaient quand même premiers du classement, mais on disait peut-être ça va lâcher. Sauf que du coup, quand t'apprends qu'ils se font racheter, là, le calcul est différent. Guingamp, tu les pensais mieux. Finalement, ils ont été un peu dans le dur aussi. On va dire qu'à un moment donné, il y avait, je trouve, quand même beaucoup d'adversité dans ce haut de tableau. Et est-ce qu'on avait autant d'adversité sur les années précédentes, même à l'époque du SMS de quartier? Voilà, c'était quand même un championnat où il fallait quand même être collectivement parlant, essayer d'être propre, quoi. Et là, je trouve quand même que avec voilà le fait qu'il y a un coach qui a des idées, qui les assume, qui reconnaît quand il a tort. Hein, c'est vrai que reconnaître quand on a tort Hmm. au FCMS, quand on est coach, c'était c'était assez marrant. C'est vrai que c'est une grande Euh, nouveauté, ouais, c'est vrai. c'est une grande nouveauté et donc et surtout qu'à un moment donné aussi quand tu vois les joueurs qui sont contents que le jeu va dans cette direction quoi, de vouloir de Hmm. construire et pas de balancer. Non, je pense que ça serait mérité qu'il soit considéré comme l'un des meilleurs FCMS, en tout cas. Alors, L'un des meilleurs, maintenant, mais difficile pour répondre à cette question de le comparer à un FC Metz qui a pu être champion. Ceci dit, en termes de moyenne de points, on ne doit pas y être non, bien loin exactement. non plus. Mais quand on reprend le FC Metz de Frédéric Antonetti, qu'on n'a pas cité, qui a littéralement écrasé son championnat de Ligue 2 avec des joueurs très solides, quasiment surdimensionnés pour la Ligue 2, les Boy, les Sun Tzu et compagnie. Si j'aurais peut-être la primeur pour ce FCMS-là d'un point de vue purement pragmatique, mais c'est vrai que sur le plan des émotions, ce FCMS de Stéphane Le Mignon dépasse beaucoup de choses. Et puis sur le plan, ouais, de l'affection, effectivement. Alors, maintenant, le plus important, c'est place à l'intersaison. Parce que qui dit montée dit renforcement de l'effectif. En théorie, hein, ça n'a pas été le cas la dernière fois, mais là, ça va peut-être changer. Il va falloir répondre aux exigences de la Ligue 1 et ne pas s'appauvrir comme ce fut le cas, par exemple, il y a 2 ans. Arthur, cette montée, elle ouvre certaines perspectives, à commencer par celle de garder certains éléments clés qui seraient forcément partis si on était resté en Ligue 2.
Je pense, par exemple, à Mathieu Hudol, je pense à Benjamin Stambouli, à Jesse Deminguet et d'autres. Là, on peut imaginer retrouver peut-être la plupart de ces cadres la saison prochaine. Ben, déjà, Jessie Deminguet, une option d'achat automatique va être levée. Elle était conditionnée à la montée du FCMS, c'est déjà une super pioche. Benjamin Stambouli est toujours son contrat et il a déclaré que, bon, sauf retournement de situation, il serait toujours au FCMS la saison prochaine. Je vais faire une petite parenthèse sur Stambouli. C'est quand même exceptionnel de le voir à ce point ému monter avec le Ah, FCMS c'est alors que l'image de la soirée pour moi, ça, le c'est mec, incroyable. il a été champion de France avec Montpellier, avec le Paris Saint-Germain. Il a joué avec Zlatan Ibrahimovic et il est en pleurs sur un lob de Gauthier Hein, quoi. Ah, c'est C'est magnifique. absolument C'est magnifique. magnifique. J'aimerais bien partager un pastaga avec lui et Frédéric Arpinon en référence à ce qu'ils ont dit en fin de rencontre. Mathieu Hudol, je ne sais pas s'il va rester. C'est sûr qu'en cas de non montée en Ligue 1, il aurait été vraisemblablement sur le départ. Est-ce que c'était pas là le chant du cygne pour lui et peut-être un départ, le sentiment du devoir accompli, je ne sais pas. J'espère qu'il va rester parce qu'il incarne quand même vraiment ce projet. Gauthier Hein aussi. Arnaud Baudard va peut-être continuer l'aventure à Metz. On sait qu'il aimerait bien. Déjà de pouvoir compter sur ces 5 mecs-là, c'est bien. Est-ce que avec les potentielles rentrées d'argent de Arthur Atta, on parle de 8 millions d'euros son option d'achat à l'Udinese et avec Papa Amadou Diallo qui partirait pour 5 millions d'euros à Prague, est-ce que au final le FCMS aurait besoin de vendre Sadibou Sané? Je ne sais pas, je sais que on va Ouais, être alors, ouais, courtisé, mais mais c'est quand même c'est le patron de cette défense. besoin peut-être pas, mais surtout que la défense, ça va être le gros chantier. Mais maintenant, on connaît Bernard Serin et on connaît aussi les besoins d'un club comme le FC Metz. Si tu as un club qui arrive avec 20 millions, Sadibou Sané s'en va, c'est sûr et certain. Mais est-ce que des clubs mettront vraiment 20 millions d'euros Peut-être pas des clubs français, mais bon, sur même un d'autres. défenseur central comme ça? Je t'avoue qu'il y a 2, 3 semaines, je t'aurais dit que non, il va partir, Sadibou Sané, c'est le chèque des NCG, mais je suis peut-être un peu moins catégorique sur son cas. Déjà, ça va être un premier gros travail, et évidemment, il faudra essayer de recruter au moins un bon joueur par ligne qui pourra Hmm. renforcer ce FCMS en Ligue 1. Thomas, rapidement, cette montée, elle semble légèrement différente des précédentes, on l'a dit. Est-ce que tu as le sentiment, toi, que le FC Metz travaille mieux et a de nouvelles armes et une volonté de ne pas reproduire certaines erreurs? Ben, oui, déjà, oui, dans le sens où normalement, là maintenant, tu as un coach qui a une vision du jeu qu'il veut faire et donc qui veut des profils en adéquation de cette philosophie. Je pense que tout le monde a en tête l'idée que quand, par exemple, l'année dernière, tu recrutes Benjamin Tété alors que tu veux faire une attaque de transition, il y a un problème. Tu prends un joueur qui est pas forcément mobile, qui a pas forcément une bonne conduite de balle, qui est un joueur de surface. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont pu le suivre du côté de Maribor, il est actuellement un peu une terreur des surfaces là-bas. Euh, Là, il y avait une incohérence. Hein, tu fais un mec pour faire un mec alors que le gars va pas dans ta philosophie de jeu de transition. Donc là, à partir du moment où tu as maintenant une philosophie qui est claire, tu sais les profils, et donc normalement, t'es pas censé refaire les mêmes erreurs. Je dis t'es pas censé parce qu'il faut pas oublier que euh, Metz a pas non plus, par exemple, anticipé une difficulté, c'est que les équipes qui attendent Metz euh, allaient amener notamment du jeu de surface. Et c'est un fait que dans ton effectif, pour que tu te rendes compte que à la moitié de la première partie de saison, que bah, il te manque un joueur un peu physique quand même dans la surface et que tous tes joueurs autour mesurent tous environ 1m70, 1m74, c'est sûr que là tu te dis, t'as un peu loupé Pape Moussa Fall qui va l'anticipation. revenir, il fait 3 m 20. Oui, Parfait. oui, voilà. Bah, après, j'imagine que le plan, c'était, on veut pas mettre quelqu'un dans les pattes d'Idriss Gueye parce qu'on croit vraiment en Idriss Hmm. Gueye. Mais bon, il n'empêche que t'as quand Et même. Bernard Serin l'a répété, hein, sauf grosse offre, il va Ah oui, rester oui, au oui, Du mais FCMS. PSG. un Il a dit, sauf transfert. si le PSG le Ouais, veut, voilà, un transfert. on veut compter sur lui l'année prochaine, il n'y aura pas de problème dessus. Mais c'est ça où c'était quand même très risqué. D'autant que les joueurs de grande taille, effectivement, tu avais Fall qui aurait pu très bien dépanner aussi. Donc, c'est pas encore parfait, la prise de conscience. Hein, mais par exemple, je vais prendre un exemple positif qui est Rapidement, hein, Thomas. s'il te plaît. très rapidement, Mboula. Mboula, défensivement, on l'a redit, n'est pas ouf,
mais on avait Sané qui compensait. Par contre, Mboula, c'est un fait, a une création depuis sa position très très intéressante qu'on n'avait pas vu à Metz depuis très longtemps. Quand tu veux construire un jeu depuis l'arrière, avoir un profil comme ça, le cibler, c'était intéressant, c'était en soi pour cet aspect-là une bonne décision. Donc on voit bien que tu peux apprendre et tu peux ne pas répéter les erreurs, mais attention parce que nous restons le FC Metz quand même, donc tout est possible. En tout cas, le mercato donc va bientôt débuter. Il démarrera le lundi 16 juin 2025 et s'achèvera le lundi 1er septembre 2025 à 20h. Messieurs, cette saison du Talk touche à sa fin. Ce fut un plaisir de la vivre avec vous. Chers amis supporters, merci de nous avoir suivis si nombreux cette année. Merci à tous les chroniqueurs et chroniqueuses qui se sont relayés là pour faire vivre ce podcast. Pas de panique et on va revenir très vite pour une 3e saison et plein de nouveautés sur letsgomez.com. Pensez à liker la vidéo, à commenter, à activer la petite clochette pour être informé des nouvelles vidéos. Il y aura peut-être 1 ou 2 hors-série consacrés au mercato, à voir. Mais pour l'heure, place aux vacances. Je vous donne rendez-vous très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. On est en Ligue 1. Bye.